Vous rencontrer, Ariane Wilson, c'est ouvrir tout un champ de possibles dans les thèmes à aborder pour découvrir votre parcours, vos passions, vos aventures sont nombreux. Vous êtes architecte de formation, vous enseignez l'architecture à l'université dans des écoles européennes, mais vous êtes aussi violoncelliste et écrivaine. Vous avez publié 2 récits de voyage sur 2 aventures dont nous allons parler ensemble au cours de cette émission. D'abord un voyage à pied au Zanskar, dans l'Himalaya indien, avec votre violoncelle sur le dos. Un récit que vous aviez intitulé « Un violoncelle sur le toit du monde ». Et puis vous avez fait ce fameux pèlerinage de Shikoku, ce pèlerinage que l'on présente comme le Compostelle du Japon, un pèlerinage bouddhiste de 1400 kilomètres, 88 temples, et une aventure humaine et spirituelle que vous avez vécue cette fois-ci avec non pas votre violoncelle, mais avec un curieux abri sur le dos. Vous faites donc partie de ceux pour qui la marche est un art de vivre et une manière d'appréhender le monde. Alors pour commencer, Ariane Wilson, j'aimerais savoir où s'enracine en vous ce goût de l'ailleurs, ce goût de l'aventure. Je suis une expatriée dès la naissance. Et je crois que le fait d'être née d'une famille binationale vivant dans un 3e pays, donc un père anglais, franco-britannique, voilà, un père anglais, une mère française qui est née en Belgique, dans un pays qui lui-même est un peu à cheval entre plusieurs cultures. Tout ça m'a donné déjà le goût m'a déjà déplacée, disons. Et j'ai eu très tôt l'occasion de voyager, notamment avec un orchestre d'enfants et de jeunes pour représenter l'Europe. La musique a été très liée au voyage pour vous, très La rapidement. musique a toujours été, dès mes 10 ans, je dirais, l'occasion de rencontres, y compris au-delà du rideau de fer, dans des situations peu accessibles parfois, et vraiment des immersions auprès d'autres jeunes qui aimaient la musique, des itinérances aussi, puis cette idée un petit peu de représenter l'Europe à ces jeunes, et puis ce lien qui persiste avec des personnes que j'ai connues enfants, que je connais jusqu'à ce jour, qui sont tous restés très fortement dans le voyage. On sent, quand on regarde votre parcours, votre curriculum vitae, cette ouverture, déjà au niveau européen, vous êtes polyglotte, vous parlez couramment l'allemand, vous parlez l'anglais, vous parlez le français. On sent une ouverture, et puis on va le voir, une ouverture au monde aussi, puisque nous allons en parler dans un instant. Vous êtes parti au nord de l'Inde, dans le Zanskar, vous êtes parti au Japon. Cette ouverture au voyage est intimement liée à la musique ? Pas uniquement. Est-ce que c'est aussi lié au voyage avec vos parents ? Est-ce que c'est aussi lié aux lectures ? Je dirais les 3. Merci d'avoir introduit la dimension littéraire. Mes parents nous ont fortement ouverts au monde. On a aussi accueilli des gens de l'étranger chez nous. Et par cette école européenne que j'ai fréquentée à Bruxelles, c'était une école intimement liée à la construction de l'Europe, à une époque où l'Europe allait bien, je dirais. Donc j'ai eu un peu l'âge d'or de l'Europe dans le sang. Et fréquenter ces jeunes de tous les pays dans une pédagogie croisée avec des systèmes scolaires qui étaient très souvent croisés, apprenait à la fois la différence, mais aussi une cohabitation et des croisements possibles. Et l'orchestre dont je faisais partie nous proposait de partir chaque année à Pâques, dès mes 10 ans, dans un pays de l'Europe, souvent au moment où ce pays entrait dans l'Union européenne, pour représenter l'Europe par la musique sur des places de village, en bas du Parthénon, dans des familles hongroises qui pratiquaient encore le tissage manuel. Donc ça a été vraiment un exotisme fondateur, disons. Et le violoncelle ? Comment est-il rentré dans votre vie ? Parce que aujourd'hui, vous enseignez l'architecture, vous êtes architecte vous-même, mais vous auriez pu être violoncelliste, vous auriez pu être concertiste. Le violoncelle, j'ai eu un coup de foudre avec une grande insistance auprès de mes parents pour pouvoir commencer l'apprentissage de cet instrument, aussi lié à des pays que j'ai fréquentés plus tard, puisque j'ai appris le violoncelle par une méthode qui s'appelle la méthode Suzuki, qui est japonaise et qui est très proche de certains idéaux peut-être issus du bouddhisme, ou un enseignement qui était fortement attaché à un accès très jeune à l'harmonie, à la beauté du geste, à la beauté du son.
Et vous êtes enseignante vous-même, hein, je crois. J'ai fait un petit diplôme d'enseignement de la méthode Suzuki parce que je crois fortement à ce qu'elle peut apporter à des enfants tout jeunes. Et j'ai toujours poursuivi le violoncelle à côté de mes études, mais de manière intensive, notamment la musique de chambre avec une formation en quatuor. Mais j'ai hésité effectivement entre faire du violoncelle ma profession ou le garder comme un trésor qui me suit partout où je vais et à chaque étape de la vie. Donc ça a été la deuxième solution finalement. Visage, l'expression de l'être. Alors Ariane Wilson, après cette petite présentation rapide de vos origines, on va parler de ce voyage, ce premier grand voyage, on va dire. Vous avez fait beaucoup de voyages dès l'âge de 10 ans, vous venez de nous le dire, mais vous avez fait un premier grand voyage, une certaine aventure que vous avez racontée dans un livre en 2002. Ce livre s'appelait « Un violoncelle sur le toit du monde », que vous avez publié aux Presses de la Renaissance, et vous êtes parti dans une région peu connue du nord de l'Inde, qu'on appelle le Zanskar, à côté du Ladakh, pour ceux qui connaissent cette région du monde. Et vous êtes parti avec votre violoncelle. Alors j'aimerais qu'on reste un moment sur ce voyage. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous étiez toute jeune? J'avais 24 ans. J'avais déjà fait un voyage en Inde à 18 ans, et puis j'avais fait un voyage de grande aventure, je dirais, en Indonésie à 21 ans. Donc j'avais eu un contact avec l'Asie, avec certaines Asies, disons. Et là, c'était une sorte de vision, je dirais. C'était un départ pas tellement raisonné, pas tellement préparé. Je suis partie pour la moitié du voyage avec une amie qui est toujours une amie, qui s'appelle Maya Gratier. Qui était photographe à l'époque, je ne sais pas si oui, elle faisait un doctorat en psychologie sur les interactions sonores entre les bébés et leur maman. Donc elle avait l'oreille aiguisée. Et puis elle est moitié indienne elle-même, donc c'était aussi une possibilité de rentrer en contact. Et alors pourquoi avoir choisi cette région du monde qui est très retirée, donc qui est zone du nord de l'Inde, extrême nord de l'Inde, à la frontière du Tibet, et qu'on appelle le Zanskar? Pourquoi aller dans cet endroit? Cette région est donc en Inde, mais la culture est entièrement tibétaine. On pourrait dire que c'est un Tibet indien. Dans la recherche, j'ai cherché un endroit où les habitants ne pouvaient faire de la musique que par leurs propres moyens, parce que les enregistrements, l'électricité n'avaient pas encore pénétré ces zones-là. Ça a sans doute changé. Et j'avais entendu parler de pratiques de chant qui liaient les habitants d'un village à l'autre sans qu'ils se voient et se fréquentent, puisque les mêmes chants sont chantés, par exemple, pendant les moissons. Donc la musique, même si elle n'est pas audible d'un village à l'autre, sert de lien. J'avais beaucoup aimé cette idée-là. Donc l'idée, c'était de partir à la rencontre d'hommes et de femmes qui, dans une région isolée du monde, pratiquent la musique. C'est ça, pas du tout dans une démarche d'ethnomusicologie, je n'ai pas cette formation, mais cette envie d'avoir le violoncelle comme porte-parole et comme réceptacle d'autres chants. Aussi, je prévoyais, puisque tout ça, ce n'est qu'hypothèse avant qu'on ne parte, la possibilité de jouer dans ces vastes paysages et que la marche scanderait ces distances. Alors justement, Ariane Wilson, vous venez de le dire, la marche scanderait ces distances. On ne pouvait accéder aux Zanskar qu'à pied à cette époque-là. Absolument. En trekking, ce qu'on appelle le trekking, il fallait marcher. Et le violoncelle, c'est pas l'instrument le plus léger pour marcher, et marcher à 3005, 4000, passer des cols à 5000 mètres d'altitude. C'était effectivement un bagage peu habituel. Il n'y a pas, en plus, dans ces régions-là, d'instruments à cordes tels qu'on les connaît, parce qu'il y a très peu de bois. Je portais le violoncelle sur mon dos, je l'ai porté pendant toute cette marche d'un mois. Et nous avions des petits mulets qui portaient les autres bagages, puisqu'il fallait être autonome du point de vue alimentaire. Ces villages cultivent très peu et juste assez pour les têtes qu'ils ont à nourrir. Et puis nous étions souvent sur des chemins sans village, et donc il fallait absolument donc être autonome, avoir vos tentes, avoir votre nourriture, transporter de l'eau. Voilà, on portait notre petit monde avec nous. Et vous, le violoncelle sur le dos. Et moi, le violoncelle sur le dos. Vous l'avez pas confié au mulet, vous l'aviez sur le dos. Absolument, il était un peu l'ombre, un deuxième moi-même. Est-ce qu'il y avait une idée d'être un peu des troubadours des hautes cimes?
Oui, c'est une jolie expression qui correspond tout à fait à notre idée de colporter certaines musiques, d'en écouter d'autres. Il y a eu aussi des échanges qui ont créé de drôles d'hybrides, notamment un moine Zanskarpa, c'est comme ça qu'on appelle les habitants du Zanskar, qui a joué de mon violoncelle tout en chantant une incantation, ou qui greffé ses incantations sur des passages de Bach que je pouvais jouer. Et il y avait aussi pas mal d'improvisation. En tout cas, cette dimension du sonore prenait une grande place, peut-être même au-delà du musical. Alors, aidez-nous à imaginer la scène. Ariane Wilson, vous êtes deux occidentales avec vos mulets qui arriviez dans un village, parce qu'il y a des petits villages. Hein. Donnez-nous à voir, vous qui êtes dans l'architecture, essayez de nous donner à voir ces petits villages du Zanskar dans lesquels vous arriviez. On marche pendant des heures, voire des jours, dans des paysages rocailleux, très pénétrés par le son du fleuve Zanskar qui était toujours présent et presque obsédant. Pas de végétation, hein, là, pas d'arbres. Très très peu de végétation, donc on est à plus de 4000 mètres d'altitude la plupart du temps. Et de temps en temps, alors voilà, justement, on arrive, parfois on voit dans le paysage un petit édicule blanc qui est un peu comme c'est un shorten, c'est l'annonce souvent d'un village ou en tout cas d'un monastère qu'on doit contourner par la gauche, qui est un lieu aussi d'offrande. Et on sait que lorsqu'on voit ce signe de sédentarité, on va arriver nécessairement à un village. Les villages, le plus souvent, étaient déserts lorsqu'on y arrivait, parce que la saison des moissons est extrêmement courte aux Zanskar, puisque la neige le recouvre pendant une grande partie de l'année. Et je déballais le violoncelle en m'asseyant, par exemple, sur un petit muret, et ces premières notes, tout de suite attiraient généralement des enfants en premier lieu, très curieux, et puis les femmes qui souvent étaient à la maison, et puis les hommes revenant des champs. Et là, c'était toujours dans l'étonnement, le rire, la gaieté, qu'on prenait contact par la musique. Ça, c'est une donnée qui arrive souvent. J'ai déjà eu l'occasion d'interviewer notamment Olivier Folmy, le photographe, qui a fait de très belles photographies sur le Zanskar. Et il parlait de cette joie de vivre. Ou Caroline Riegel, qui vit avec des moniales aussi au Zanskar, qui nous disait à quel point ces gens sont dans une très très grande simplicité, on peut dire pauvreté, mais une certaine simplicité de vie et beaucoup de joie. C'est vraiment ce qui caractérise le Zanskar que vous avez vu. C'est tout à fait ce qu'on a vécu aussi. Le rire, le sourire, un émerveillement exprimé et pas contenu. Bien sûr, des personnes plus timides que d'autres, mais une sorte de relâchement à la mesure de ces vastes paysages, quelque chose qui est pas contraint en fait, mais qui est délicat aussi en même temps. On ne pouvait pas parler avec les personnes qu'on rencontrait, mais par la musique, j'ai ressenti ces choses absolument. Des moments aussi de contemplation, c'est intéressant parce que la musique des villageois n'est pas une musique particulièrement rapide. On a l'impression que ces musiques doivent se déployer dans des espaces si vastes qu'on prend le temps d'énoncer les syllabes des chants, de projeter les sons des instruments. Et comment est-ce que vous faisiez le soir, par exemple, Ariane Wilson ? C'était un échange, c'est-à-dire que vous jouiez, ils vous écoutaient, et puis après, eux jouaient, ou est-ce que vous avez essayé de jouer ensemble ? Comment ça s'est passé ? On a joué ensemble. Je pense qu'il y avait d'abord un moment d'écoute. Les morceaux rapides que je pouvais jouer semblaient piquer les auditeurs d'une sorte de frénésie joyeuse, et souvent ça conduisait à des mouvements dansants. Et j'ai eu l'impression que ces auditeurs étaient plus à l'aise avec les morceaux lents. Et puis il y avait souvent une réponse chantée. Et j'ai pu faire traduire certains des chants qu'on a enregistrés sur place. Encore une fois, ce n'était pas dans un but scientifique, mais j'étais curieuse de savoir ce qui était chanté. Et c'est très intéressant parce que la tradition des chants de village sont à la croisée du monde musulman et du monde tibétain. Et dans l'histoire, c'était la culture islamique qui a amené des instruments alors qu'il y avait de la poésie tibétaine. Et il y a une drôle de croisement qui s'est fait, si bien que les poèmes chantés, on doit leur injecter des syllabes supplémentaires afin qu'elles puissent correspondre au rythme importé de l'extérieur. Donc ce sont des chants très curieux.
Et puis, on a eu aussi les rencontres avec les moines. Là, c'est tout autre chose, puisque c'est des incantations. Et alors là, ils vous ont accueilli dans les monastères et ils vous ont permis de jouer du violoncelle à l'intérieur du monastère. Oui, alors moi-même, je n'ai pas voulu jouer dans les salles de prière, parce que je considère que c'est des lieux sacrés qui ont leur propre tradition, où chaque note a une signification. Et c'est vous qui n'avez pas voulu. C'est moi. Oui. Donc, comme je n'ai pas essayé, je ne sais pas vous aurez permis si... de jouer. C'est possible. Je n'ai pas fait la tentative. C'était vraiment quelque chose qui me paraissait un peu de l'ordre d'un sacrilège de chaque instrument même. Pourquoi jouer du Jean-Sébastien Bach dans un monastère bouddhiste du Zanskar? J'ai eu l'impression que chaque chose dans la musique sacrée avait un sens. D'ailleurs, ça donne une grande profondeur à la présence du violoncelle, puisque j'ai appris sur le chemin que les notes les plus graves, lorsque la musique sacrée est écrite, ce qui est rare, est symbolisée par une fleur de lotus. Donc plus c'est grave, plus c'est sacré. Et bien sûr, le violoncelle est un instrument plutôt grave. Donc j'ai l'impression que la tessiture du violoncelle pouvait bien correspondre avec cette recherche de ces notes pleines d'harmonie. Parce que quand les moines bouddhistes chantent, ils ont des sons et des voix très très graves. Ils peuvent descendre dans des graves impressionnantes. Oui, les hommes... Et le violoncelle les a fait sourire ou les a attirés? Je crois qu'il y avait une sorte de co-vibration où moi-même, sachant que ces notes graves étaient d'autant plus sacrées, je commençais à les jouer autrement. Il y a eu vraiment une métamorphose de ma manière de jouer et de ressentir les sons. Le violoncelle est aussi un instrument par lequel on sent fortement les vibrations, puisque les sons graves font vibrer la matière. Et ça, j'ai pu mettre en correspondance avec cette philosophie bouddhiste qui considère que tout est vibration, tout est issu d'une vibration primordiale. Et je commençais à presque ressentir que chaque rocher, chaque cours d'eau, chaque personne aussi était pénétrée vibrée de cette vibration. Et c'est ce que recherchent les hindous et les bouddhistes, c'est d'entendre le son originel, le son de la création, le son qui soutient tout. Absolument. Le fameux Om. Exactement, de s'y accorder aussi. Ouais. Ce qui donne d'ailleurs une grande responsabilité à l'acte d'émettre un son, puisque un son mal émis ou un son qui correspond à un état d'esprit négatif, disons, contribue quelque chose par co-vibration de négatif au monde. Ariane Wilson, le violoncelle, c'était un troisième personnage du voyage? C'est certainement un protagoniste avec sa voix propre qui m'a beaucoup guidée finalement. C'est vrai qu'on part avec une certaine volonté, il y a une dimension sportive, il y a l'effort, et puis petit à petit on sent qu'on contrôle plus tellement le cours du voyage, et ce violoncelle... il a même acquis une sorte de personnalité physique, puisque c'est un violoncelle qui n'est pas mon violoncelle habituel, qui m'a été donné par un luthier belge comme subvention au voyage, et il était de facture industrielle chinoise. Alors déjà, amener un instrument chinois en pays tibétain, en tibétain, vous l'avez pas culture dit, tibétaine, ça, non, je l'ai pas dit, chinois. Mais il était tout neuf, et au cours du voyage, il a commencé à vibrer de mieux en mieux, le son s'ouvrait, et il est resté mon violoncelle de voyage, et il est plein de toutes ces expériences qu'il a vécues. Et le fait de jouer dans la nature aussi, parce que vous avez joué par moments dans des lieux où il y avait un grand silence, parce que dans ces lieux-là, il n'y a pas beaucoup d'animaux, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, il n'y a pas beaucoup de plantes. Ça a été une expérience particulière pour vous? Musicalement, ça a été, je crois, le grand apprentissage ou la grande sensation forte de ce voyage. C'est ce contact pendant de nombreuses heures avec le silence, puisque dans la deuxième partie du voyage, j'étais seule. Donc même les conversations n'étaient pas aussi fréquentes. Et le silence, on le sait, ce n'est pas un vide, ça bruisse. Et il suffit de déguiser l'oreille pour y accéder. Donc j'ai énormément appris à écouter les choses très ténues, les plus minimes sons, ce qui demande une sorte d'attention aux choses très perspicaces, très focalisées. Et en même temps, lorsque je jouais face à ces grandes parois rocheuses qui sont balafrées de leurs mouvements géologiques pétrifiés, j'ai eu fortement l'impression que ces motifs géologiques, en fait, ça avait été du mouvement. À l'échelle du temps géologique, c'est le mouvement qui a créé ces grandes parois qui ressemblent à de la peinture abstraite presque. Et il y a des moments où j'étais tellement pénétrée par le silence, le souffle, ce rythme presque hypnotisant qui peut presque porter à une sorte de transe,
que j'imaginais que l'archet, les notes que je traçais l'archet, je pouvais le conduire le long de ces grandes failles rocheuses et remettre la roche en mouvement. Ça, c'était quelque chose de très fort que j'ai ressenti. Et aussi, par cette écoute du silence, on arrive au son, tout ce qu'il a, comme j'ai dit, de vibratoire, que le son, chaque son a un grain. Et finalement, j'avais plus vraiment besoin du contour mélodique, musical pour ressentir ces choses-là. Et un simple son, une simple note, une corde à vide, comme on dit, c'est quand on ne pose pas les doigts, ça suffisait. C'était un monde en soi extrêmement riche et spirituel. Vous nous avez rapporté un enregistrement qui a été fait sur place, que nous allons écouter ensemble. Vous pouvez nous le présenter ? Alors, c'est un extrait d'une suite de Bach, la première suite de Bach pour violoncelle seul, que je joue au premier col, le tout premier qu'on a franchi, un moment de grande émotion, puisque c'était le moment où pour la première fois, j'allais faire cette offrande, ce que je considérais comme être une offrande à la manière des drapeaux tibétains que l'on trouve à chaque col. On est à 5200 mètres, j'ai les mains très froides, j'ai le souffle haletant, et j'ai cette émotion de faire cette offrande de Bach aux Zanskar. Une suite pour violoncelle solo de Bach que vous avez joué sur un col aux Zanskar, que nous venons d'entendre avec vous, Ariane Wilson. Qu'est-ce que vous avez appris d'essentiel au cours de ce voyage ? Parce qu'on a parlé au début, vous avez, depuis votre enfance, été baigné par les rencontres, les voyages. Là, j'ai l'impression que ce voyage avait quelque chose un peu d'initiatique, que c'était une sorte de voyage initiatique. Qu'est-ce que vous avez reçu d'essentiel au cours de ce voyage ? Je crois que les apprentissages sont à la fois sensoriels, je dirais. Je ne ressentais plus les choses de la même façon. Et puis, il y a des apprentissages sur lesquels on peut mettre davantage de mots. Donc, pour les premiers, peut-être qu'on peut résumer ça par l'écoute, parce que être pénétré de silence, être dans une sorte de contemplation très alerte envers les choses qui nous entourent, ça devient un mode de vie. Je pense que j'ai appris la possibilité de porter attention fortement sur les choses les plus minimes, en fait. Que ce soit chez les gens, dans le paysage, peut-être entre deux mots. Et ça vous habite encore ? Je pense, j'espère. Je pense que ça m'a conduit. Après, je pense que ça a été aussi pour moi l'apprentissage, peut-être si j'ai un propos un tout petit peu plus musical, de l'importance du corps dans la musique, parce que à force de marche et de respiration, tout se délie en fait. Quelquefois, on ne sait plus ce qui est notre corps, ce qui est l'extérieur. Et donc, j'ai joué du violoncelle très différemment après cela, de manière moins académique, peut-être de manière moins inquiète. Quelque chose avait changé dans votre corps par le fait de marcher, et de marcher en altitude, hein, dans le Zanskar. Ça avait changé quelque chose dans votre manière de jouer et d'être en relation avec votre violoncelle ? Oui, parce que c'était l'apprentissage du souffle, en fait. En quoi la respiration est au centre de tout cela. La respiration peut-être comme une forme de vibration aussi. Et même pour un instrument à cordes. Même pour l'instrument à cordes, et c'est ce qui manque beaucoup à l'apprentissage de ces instruments habituellement. Avec la respiration et avec une conscience de cette respiration, la musique est tout autre. Et je pense que le type de bouddhisme que j'ai rencontré là-bas me l'a appris aussi. Et puis ensuite, c'était aussi une expérience de dénuement finalement, où le violoncelle suffisait à ouvrir un monde tellement vaste que j'avais besoin de rien d'autre. Ça a ouvert les portes, ça vous a vraiment permis de rencontrer
les Anscari, les habitants de cette petite région du monde. Le côté humain était extrêmement chaleureux aussi. Ce sont des personnes que je n'ai pas pu revoir, bien sûr, mais leur manière de vivre, leur manière d'accueillir la musique. Pour parler de choses ainsi plus concrètes, j'ai cette impression d'avoir eu la chance de connaître aussi des peuples qui ne connaissaient pas encore une économie monétaire. C'était du troc, voire de l'autosuffisance complète. Je pense que ce n'est plus le cas et je me sens très privilégiée d'avoir encore connu une époque d'une toute autre vie. La route a été construite, l'électricité arrive et même Internet arrive jusqu'aux Zanskar maintenant. On en a vu les premières traces. Ça change tout et j'ai eu cette chance de connaître autre chose. Alors Ariane Wilson, vous avez connu beaucoup d'autres choses parce qu'il y a eu ce voyage aux Zanskar et puis vous êtes parti dans un pays qui vous tient à cœur, j'ai l'impression. Un autre pays qui vous tient à cœur, c'est le Japon. Vous y avez vécu, je crois en 1998-1999, vous y avez enseigné l'anglais, et puis vous avez décidé de faire ce fameux pèlerinage dont on commence à entendre parler en France aujourd'hui, qui s'appelle le pèlerinage de Shikoku, qu'on présente comme le Compostelle bouddhiste ou le Compostelle japonais. Alors, d'abord ce lien avec le Japon, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce pays ? Ce sont des souvenirs d'enfance. J'ai parlé de mon apprentissage du violoncelle par la méthode Suzuki qui me mettait en contact avec des principes, même si c'était un peu inconscient japonais. On a eu des voisins japonais aussi à Bruxelles qui nous faisaient des petites cérémonies, qui nous faisaient des petits cadeaux d'une très grande délicatesse. Il se fait aussi que mon père a travaillé pour les relations entre l'Europe et le Japon, donc tout ce qu'il pouvait rapporter me fascinait. J'avais aussi une fascination pour les idéogrammes et la calligraphie japonaise. Donc toutes ces choses m'ont porté tout d'abord, comme vous le disiez, à aller passer un an au Japon dans la campagne, dans une école en fait de campagne pour enseigner l'anglais grâce à un programme du ministère japonais qui s'appelle JET Scheme. Et apprendre aussi un peu le japonais ? Ah oui, comme j'étais dans un endroit un peu isolé, j'ai adoré cette possibilité et j'ai été studieuse en effet pour pouvoir mieux participer dans la vie de cette communauté scolaire et au-delà. Et donc j'ai eu envie d'y retourner. Notamment, je parlais de cette attention aux petites choses. C'est quelque chose que j'ai tout de suite apprécié dans l'année que j'ai passée au Japon. C'est cette capacité d'aller voir le beau dans le lait, d'aller détecter la petite chose qui nous relie. Alors attendez, là vous venez de dire quelque chose d'important. Le beau dans le lait. Parce que soit on a une vision idéalisée du Japon, et on ne voit que la beauté des temples de Kyoto, des jardins zen ou d'un très beau bouquet d'ikebana, soit on a une vision d'un Japon qui a été complètement abîmé par la modernité. Et c'est la double réalité du Japon. Beauté et laideur, parce qu'il y a beaucoup de laideur au Japon. Et on le dit pas assez. On m'a mise dans un appartement, pourtant dans une ville rurale, qui était devant une grosse infrastructure ferroviaire et je me suis dit mais je ne tiendrai jamais le coup. Et quand lors de mes premières promenades avec mes voisins, ces voisins ont semblé complètement ignorer la présence de ces énormes piliers de béton pas très propres et pas très joliment finis. Ils voyaient la petite fleur qui poussait dans une petite crevasse et ils s'extasiaient devant cela, où ils contemplaient la lune en faisant une fête. Et ça pour moi, ça a été donc en fait et j'y reviendrai peut-être dans le pèlerinage, quel que soit l'environnement où on se trouve, il y a cette capacité à trouver la petite chose belle qui permet de rentrer dans la poésie. On dit souvent que le Japon, c'est le pays de tous les paradoxes. L'extrême courtoisie et le côté très, très dur et très rugueux, l'accueil, l'hospitalité et puis une certaine forme de racisme, la beauté, la laideur. Vous avez ressenti ces paradoxes du Japon ? J'ai eu la chance d'être plutôt en contact avec les aspects positifs. J'ai beaucoup lu sur le Japon, donc je suis consciente aussi de toutes sortes, à la fois dans la littérature, mais aussi des livres d'économie ou de sociologie. Donc je suis consciente de ces paradoxes. J'ai été très bien accueillie pour ma part. Alors on va parler de ce fameux pèlerinage de Shikoku que vous avez réalisé. Alors vous êtes parti en quelle année pour faire ce pèlerinage ? C'était en 2004.
en 2004, et vous en avez publié un livre qui raconte votre pèlerinage, qui s'appelle Le pèlerinage des 88 temples. Alors, vous allez d'abord nous présenter ce pèlerinage qui, je dis, commence à être connu. Il y a quelques Occidentaux qui ont réalisé ce pèlerinage, qui ont écrit des livres dessus, comme vous. Donc, qu'est-ce que c'est que ce pèlerinage, ce fameux Compostelle du Japon ? Vous avez raison, il y a d'autres livres qui sont parus par des voyageurs plus récemment. Mais c'est vrai qu'en 2004, les Français ne connaissaient pas encore très bien cette histoire du pèlerinage des 88 temples. Shikoku, c'est le nom d'une île. Ça veut dire les 4 pays. C'était une île qui était divisée en 4 pays. Qui est plutôt au sud du Japon. Hein. C'est ça, c'est la 4e île en taille du Japon, mais elle est beaucoup plus petite que les grandes îles. Et elle est au sud... est, disons, de Honshu, de la grande île de Honshu. Et c'est une île qui vit un peu de cette histoire, entre sans doute légende et histoire, d'un très saint personnage qui s'appelle Kobo Daishi, ou Kukai de son petit nom. Ce petit nom veut dire mer et ciel. On va l'appeler Kukai, hein, ça sera plus simple pour moi. Et qui... Un moine bouddhiste zen. Alors, c'est pas zen, justement. Ah. C'est une autre forme de bouddhisme qui est plus proche de la tradition qu'on dit ésotérique du Tibet, justement, et qui s'appelle le Shingon. Et c'est assez différent. C'est une des choses, ça a été l'une de mes surprises de ce voyage. Je cherchais peut-être ce qu'on considère être un peu comme une contemplation zen, et j'ai rencontré une forme de bouddhisme très différente, en fait. Et il l'a ramené de Chine, et on raconte toutes sortes d'histoires de cet érudit qui était aussi un ermite à un moment donné, et qui avait la capacité de faire des miracles, mais qui a aussi fait le premier dictionnaire hiragana, qui a créé des écoles, qui était ingénieur. En fait, il avait toutes les vertus. Et on associe 88 temples de cette île à Kukai. Et ce sont ces 88 temples qui forment vraiment une circonférence. On fait le tour de l'île, en fait. Absolument. Pour aller de temple en temple, et donc aller dans ces 88 temples. C'est quand même 1400 kilomètres. Un tour. 1400 kilomètres, dans des zones très, 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 très variées. Et c'est ce qui était aussi particulier dans ce pèlerinage. Avant peut-être de raconter les paysages, dire qu'il y a une tradition pèlerine à pied qui est perdue, presque, mais certains rares pèlerins effectuent le tour à pied et continuent au-delà de ce premier tour, puisque c'est un cercle, et décident de consacrer leur vie à cette giration. Et quelquefois, les gens font le tour, on entend des légendes 50 fois et décident d'y mourir. De consacrer leur vie à faire ce pèlerinage. En mendiant aussi, en pèlerin mendiant. Donc l'île est très habitée par ce passé d'une pratique sacrée. Encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très marquant et très important pour la population de l'île. Très important, mais très fortement modernisé. Alors, du point de vue des habitants de l'île, il y a des sortes d'associations liées au pèlerinage dans tout le Japon, qui envoient parfois des repas aux pèlerins, qui viennent pour des rencontres spéciales. Donc ça aussi, c'est tentaculaire, c'est dans le sens où il y a... Donc ça veut dire que quand même la majorité des pèlerins sont des pèlerins qui viennent pour marcher quelques jours, voire pour faire le pèlerinage en bus ou le faire en voiture. La tradition est assez souple et il y a des dames très riches qui le font en taxi, il y a des groupes qui le font un peu à la manière d'un tour opérateur en autocar, il y en a qui le font à vélo, et il y a de plus en plus de jeunes qui le font parce que au Japon, les carrières ne sont plus forcément tout aussi tracées, donc il y a des ruptures parfois dans des parcours. On a très peu de vacances au Japon, donc là il faut combien de jours pour faire ce pèlerinage ? Pour le faire en entier à pied, il faut vraiment 2 mois, et ça c'était sans s'arrêter. Donc c'est exceptionnel pour un Japonais de pouvoir prendre 2 mois de vacances pour faire un pèlerinage. Absolument, mais comme aujourd'hui il peut y avoir des ruptures dans les carrières, une entreprise qui ne garde pas un employé, c'était du jamais vu, ou un changement, il y a des jeunes qui prennent une année et qui le font. Visage RCF. Et donc vous, Ariane Wilson, vous avez décidé de faire ce pèlerinage dans son intégralité, 2 mois, 1400 kilomètres, mais pas avec votre violoncelle sur le dos cette fois-ci. Qu'est-ce que vous avez pris sur le dos ? Alors cette fois-ci, la recherche était celle d'un habitacle, j'appelle ça un ermitage nomade,
extrêmement frugale, d'une vie d'une grande simplicité, un abri que l'on pouvait porter sur le dos. Et on a été attiré par l'esthétique japonaise de l'éphémère pour créer, on pourrait dire une tente, mais ce n'en est pas une, parce que c'était un peu comme une couverture qui était faite de textile et un mince grillage métallique qui pouvait prendre autant de formes qu'il y avait de nuit. Donc, on le voulait portable, on le voulait léger. Vous dites on parce que vous étiez deux, hein. Vous êtes parti. Je suis partie cette fois avec Aude Lerpinière, qui est architecte, avec laquelle je faisais mes études d'architecture à l'époque. Donc vous aviez conçu vous-même cette architecture nomade quelque part. On a conçu ça aussi de manière nomade, car à l'époque de la conception, j'étais en train de faire de la construction en terre crue en Autriche, à l'ouest de l'Autriche, et elle était en stage à Vienne, à l'est de l'Autriche. Et donc, on avait un petit carnet où on s'envoyait des dessins progressivement pour se rapprocher de la solution. Et alors, finale. pourquoi ne pas avoir fait comme la plupart des pèlerins, c'est-à-dire partir avec votre petit sac à dos et dormir dans les monastères ou dans les abris ou dans les auberges sur le chemin? C'est ce que font la plupart des pèlerins qui font ce pèlerinage. On voulait que notre abri, peut-être parce qu'on était étudiante en architecture, soit l'expression de ce pèlerinage. Et on voulait inscrire le pèlerinage sur une sorte de peau de nuit qui serait avec nous pendant toute la durée de la marche. Cet abri qui était blanc de chaque côté, on le déployait dans chacun des 88 temples et on s'en servait en quelque sorte comme le carnet de pèlerins que les pèlerins de Compostelle ont aussi. Et on demandait aux moines, en fait c'était pas des moines, c'était des prêtres, ou aux calligraphes de chaque temple de peindre le sigle, le nom et la divinité et celui de la divinité du temple sur notre grande toile blanche qui nous servait. Donc vous êtes parti avec votre abri qui était totalement blanc et puis peu à peu vous avez eu monastère après monastère ces calligraphies qui étaient sur la peau de cette tente. Comment vous étiez accueillis quand vous arriviez? Parce que c'était une première, ça. J'imagine que les Japonais avaient jamais vu de personnes arriver avec leur abri et demander qu'on fasse une calligraphie sur leur abri. On arrivait d'abord comme des pèlerins ordinaires, si je puis dire. Vêtus de blanc, hein, pareil, c'est ça? Alors, les pèlerins justement, doivent être vêtus de blanc. On ne l'était pas, puisque pour nous, on n'a pas voulu vraiment rentrer dans un folklore qui était peut-être pas le nôtre. Enfin, c'est un folklore avec une signification forte, mais pour nous, c'était cet abri, notre vêtement blanc de pèlerin. Donc le blanc symbolise la mort au monde. Le blanc est le symbole de la mort dans les pays bouddhistes, et le pèlerin, il est mort au monde provisoirement. Donc tous les pèlerins qui font Shikoku doivent être habillés normalement d'une tenue de pèlerin en blanc, c'est ce qui permet aux habitants de Shikoku de les reconnaître tout de suite. De les identifier. Il y a ça, et puis il y a le bâton de pèlerin qui représente ou qui incarne Kukai, justement. Et donc, nous n'avions pas de petits manteaux blancs, mais nous avions cet abri de nuit blanche. Nous n'avions pas de carnet de pèlerin, mais nous avions cet abri pour recevoir les carnets. Et nous n'avions pas les sortes de cartes de visite qu'ont les pèlerins japonais qui déposent à chaque temple le temps de leur pèlerinage avec un vœu. Mais nous coupions un petit morceau du textile, de la partie textile de notre abri, pour le déposer. De même, avec l'idée que lorsqu'on effectue un pèlerinage, on gagne en force, en puissance, et on peut se dévêtir en quelque sorte. Mais alors justement, Ariane Wilson, dans un pays aussi traditionnel que le Japon, où on respecte les codes, les règles, les lois, vous arriviez avec une manière totalement inattendue pour les moines des monastères ou pour les prêtres qui étaient là et qui vous accueillaient. Comment est-ce qu'ils ont réagi ? Il a fallu expliquer quand même. Chaque fois, vous deviez expliquer pourquoi? Oui, alors heureusement, là, japonais. le fait de parler japonais était quand même utile. Et puis un ami m'avait aidé à formuler ce qu'on voyait de symbolique dans cet abri. Il était aussi de grande taille et c'était un matériau particulier pour les calligraphes, donc c'était aussi pour eux inhabituel. Les calligraphies que l'on reçoit sont sacrées en elles-mêmes. C'est important par rapport au fait qu'on a eu quand même 2 refus, parce qu'ils incluent la syllabe en sanskrit qui correspond à la divinité principale du temple. Kukai n'est pas une divinité. Et donc, vous n'avez eu que 2 refus sur 88 on a eu que 2 refus. Temples. C'est pas beaucoup, ça, ouais. Ce n'est pas beaucoup. Et on a laissé un trou parce que les calligraphies se sont inscrites comme une grande spirale. Donc on est parti des bords de l'abri et petit à petit, c'était pour nous comme des empreintes en fait. On peut dire que cette grande toile blanche qui est notre abri quand elle est déployée, c'était comme un territoire, que c'était comme la représentation de l'île, et on a fait tracer ces calligraphies, une grande spirale qui allait vers le centre,
Et le centre, la dernière calligraphie, on l'a eu dans la grande nécropole où est enterré Kukai, qui est sur une autre île, qui est à Koyasan, un endroit extraordinaire, plein de lanternes, dans une énorme forêt sacrée, plein de petites tombes. Et là, on a reçu de manière très solennelle cette dernière calligraphie. Alors Ariane Wilson, la marche, vous connaissez, vous marchez beaucoup, on aura l'occasion d'en parler. Vous aviez marché dans le Zanskar, on l'a vu tout à l'heure. Là, vous marchiez autour de cette île de Shikoku. Qu'est-ce que la marche dans le contexte d'un pèlerinage, que ce soit un pèlerinage bouddhiste, dans le cas du Japon, a de particulier ? Je pense que quand on effectue un pèlerinage, quelle que soit d'ailleurs la culture religieuse auquel il se rattache, il y a ce sentiment d'être lié à tous les autres pèlerins qui l'ont fait, et donc d'une grande épaisseur historique, que la géographie est sacrée et qu'on met nos pieds dans les traces d'autres pèlerins qui ont vécu chacun à leur manière cette expérience très intense. Je reviendrai au thème du souffle, parce que la marche a quelque chose d'incantatoire pour moi, en fait, cette régularité, tout à la mesure du corps, qui fait qu'on est très en contact avec soi-même, tout en étant dilué et en recevant de manière sensorielle tout ce qui nous entoure. Le pèlerinage de Shikoku était particulier parce que j'avais un peu projeté ce que j'avais ressenti aux Zanskar dans ce deuxième voyage. Le premier voyage n'était pas en soi un pèlerinage formellement, mais je n'ai pas retrouvé finalement cette intensité spirituelle telle que je la concevais dans le pèlerinage de Shikoku, parce qu'on est très souvent dans des zones urbaines, voire le long de grandes routes. Les très vieux chemins, parce que je ne l'ai pas dit, mais ce pèlerinage a 1000 ans d'existence. Les petits chemins d'antan sont devenus parfois des routes, parce qu'il y a une persistance, en fait. Et là, on retrouve la laideur dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des la passages... laideur qui est toute route, en fait, partout. Vous marchiez le long de route. Pas toujours du tout, mais quand même, surtout au sud de l'île, pendant plusieurs jours, parfois d'affilée. Et comment on vit ça, justement, ce contraste entre des paysages magnifiques de montagnes japonaises avec de très beaux arbres, de très beaux temples, et puis redescendre, être dans des villes, marcher le long de routes, le long de fils électriques, Au départ, pour moi, ça a été source de frustration, voire de colère, parce que je ne retrouvais pas cette intériorité que je cherchais. Et puis, j'ai rencontré un moine qui m'a dit, en fait, dans un pèlerinage, chaque pas est un moment en soi, il faut le vivre entièrement, quoi qu'il se passe autour. Et ça, pour moi, ça a été la révélation en cours de voyage du fait que je pouvais faire abstraction de cet environnement qui m'empêchait d'être pèlerine presque. Et j'ai appris que chaque pas était un univers, un monde en soi, un temps infini potentiellement. Et quand on se pose comme ça, dans chaque moment où le pied rentre en contact avec la terre, là, l'environnement agressif peut disparaître, on ne s'en rend plus compte. Mais vous, comme architecte, vous êtes sensible à la beauté de l'architecture, bien sûr, des lieux, mais aussi la beauté de la nature. Comment vous viviez cela ? Oui, pour moi, la beauté, je parlais de cet apprentissage de l'harmonie du son toute petite avec cette méthode Suzuki, elle est essentielle, c'est presque une raison d'être. C'est pas quelque chose qui est entièrement extérieur à nous, c'est pas forcément objectif, mais c'est peut-être une manière d'être envers les choses, et ça revient à mon idée de cette attention qu'on porte envers les choses. Et je crois que les choses sont belles quand on y porte attention, quand on fait les choses avec soin, quand on les regarde avec soin. Et peut-être que ce geste quotidien qu'on avait avec Audelaire-Pinière a formé littéralement notre abri chaque soir, parce que donc chaque soir il prenait une autre forme. C'était de manière modeste et aussi relativement rapide, parce qu'on était fatigués, une forme de recherche de beauté, parce qu'on cherchait à se raccorder au lieu dans lequel on était. On a dormi, par exemple, dans les jardins de certains temples, donc on cherchait l'endroit où notre abri pouvait venir se greffer de manière un peu opaline et frêle aux éléments présents du jardin. On pouvait se poser délicatement sur une pierre du jardin, ou alors notre abri, il avait été conçu pour qu'il tienne tout seul aussi. De même, lorsqu'on était au bord de la mer, on cherchait une harmonie entre la forme de notre abri, qu'on pouvait aussi ouvrir sur le paysage quand on se sentait en sécurité ou confiante. Donc ça, c'est quelque chose qui a été un vrai rituel personnel.
on a ajouté un rituel à ceux qui font déjà partie de ce pèlerinage. C'était quotidiennement de façonner notre peau de nuit en harmonie, en dialogue avec les choses qui étaient déjà là et qui nous accueillaient. C'était une manière d'être hôte. Quelle musique irait bien, Ariane Wilson, pour nous aider à entrer dans ce pèlerinage de Shikoku que vous nous proposez d'écouter ? Alors, j'ai trouvé très puissantes les sons des cloches et les sons des incantations des moines. Et peut-être qu'on pourrait écouter finalement le sutra du cœur, qui est celui que l'on prononce, que l'on chante à l'arrivée de chaque temple, et d'entendre la voix d'un moine le faire. Je voulais juste préciser que ce sont des prêtres qu'on a rencontrés au temple, ce ne sont pas des monastères, mais ce sutra du cœur est partagé par plusieurs branches du bouddhisme et est très très important dans le bouddhisme Shingon qu'on a entendu. Donc et là encore, le son est ce sacré. sont ceux qui desservent le temple, mais ce ne sont pas des moines, donc ils ne vivent pas en communauté. C'est ça. Les 88 entre prêtres et moines dans cette tradition bouddhiste. Les 88 temples de Shikoku sont des temples. Donc desservis par des prêtres bouddhistes. Exactement. Ariane Wilson, nous venons d'écouter ce sutra du cœur que vous avez enregistré lors de ce pèlerinage de Shikoku, le pèlerinage au Japon, un grand pèlerinage. Là, encore une fois, j'ai envie de vous poser la même question que tout à l'heure, après votre voyage aux Zanskar. Quand on marche comme ça pendant 2 mois avec cette aventure qui a été la vôtre, de venir avec votre abri, d'être logé dans les monastères, qu'est-ce qui a bougé en vous ? Qu'est-ce qui a changé en vous ? Et qui vous accompagne encore aujourd'hui ? J'ai parlé de ce message de ce moine qui m'a permis de faire abstraction des choses qui peuvent nous empêcher d'être très présentes à chaque chose. Alors, il ne faut pas les ignorer non plus, parce qu'il ne faut pas leur les permettre de se multiplier, mais une possibilité vraiment de vivre très intensément un moment, même bref, même fugace, avec une attention très focalisée. Pour moi, ça a été aussi une réflexion et une expérience d'une manière d'habiter avec très peu, mais pas de la même façon que le voyage avec le violoncelle aux Zanskar, puisque de fabriquer sa maison chaque jour, je trouve que c'est une manière de s'approprier les lieux, mais d'être en dialogue avec elle et de laisser à peine de traces, en fait. De vivre quelque part un petit moment et puis de n'être plus là. La sobriété, on pourrait utiliser ce mot ? C'est une sobriété et puis c'est une forme un peu de non-attachement, en fait, parce que on passe, on trouve le lieu très beau, on s'y attache, mais il faut repartir. Il faut repartir en défaçonnant ce qu'on a façonné. Mais ça, c'est l'éphémère. C'est l'éphémère. C'est un aspect qui est très important au Japon, la notion d'impermanence. C'est toute l'esthétique japonaise, en effet, qui s'appelle le mujo, qui permet de ne pas trop s'attacher aux choses matérielles, peut-être. Que tout est périssable, tout est éphémère. Et ça, vous l'avez perçu profondément lors de ce pèlerinage ? De manière, je dirais, incarnée, viscérale, puisque ces voyages, c'est aussi parfois une manière de vivre par le corps des choses qu'on connaît par les idées souvent. Et donc, de comprendre aussi que le corps peut se passer de beaucoup de choses qu'on nommerait confort, et pour vivre bien néanmoins. Et c'est ce qui explique votre choix, enfin vos choix de vie aujourd'hui. Vous m'avez montré votre téléphone, vous n'avez pas un smartphone, vous avez vraiment un vieux modèle de téléphone. Je sais que vous n'avez pas de voiture. C'est un choix de vie. Vous n'avez pas de frigidaire non plus, je crois. C'est un choix de vie pour vous, cette sobriété et certaine forme de dépouillement.
J'utilise l'email, j'ai un ordinateur pour le travail, mais... Ça, c'est indispensable pour votre travail d'enseignante à l'université. Voilà, donc je vis pas 3 siècles en arrière, mais je sélectionne. Et il y a beaucoup de choses dont j'ai l'impression qu'on n'a vraiment pas besoin, et ça sera peut-être des choses différentes pour chaque personne, il n'y a pas un mal et un bien. Mais je me mets un petit peu en décalage finalement, de pratiques quotidiennes qui deviennent très vite des habitudes. On a oublié qu'il y a 4 ans, il n'y avait pas de QR code, par exemple. Et aujourd'hui, dès que j'ai besoin d'un horaire de train ou même je dois commander quelque chose dans un menu, on me demande de scanner le QR code. Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas de smartphone. Donc, je suis obligée de revenir en dialogue avec les gens pour qu'ils me disent eux-mêmes ce qu'il y a au menu ou ce qu'est l'horaire de train. Mais pourquoi faire cela ? On va vous dire, vous refusez le progrès, vous refusez la modernité ? C'est pas un refus D'ailleurs, je ne sais pas si on appelle ça progrès, mais ce n'est pas un refus de la technologie ou de son évolution, mais c'est une envie de continuer à avoir sans cesse des rapports vocaux et de personne à personne, que la communication ne se fasse pas en abstraction des personnes. C'est aussi pour moi sans cesse un rappel qu'il n'y a pas d'évidence dans les choses, donc on accepte trop vite. Et donc si on accepte trop vite, on n'a pas la capacité peut-être de choisir ce que veut prendre et ce qu'on ne veut pas prendre. Pour ouvrir une parenthèse qui pourrait être longue, mais je vais la rendre courte, toute l'invasion de nos vies par le numérique, c'est quelque chose qui a des conséquences tellement grandes qu'elle devrait être dans le débat démocratique, mais on n'a jamais voté pour ou contre. On n'a plus le choix aujourd'hui, c'est on n'a une plus le choix, évidence. alors qu'il y a d'autres choses qu'on ne ferait pas sans un élément de choix, de présentation publique et de décision. Ça s'est infiltré et c'est la chose qui nous régit le plus. Donc je me dis, de manière modeste, que je me réserve une petite marge de manœuvre, et c'est pas du tout radical. Et parfois, ça me met aussi dans des situations d'invention, en fait, et de devoir inventer des stratégies. Je vous donne un petit exemple rapide. Au moment où les cabines téléphoniques ont commencé à disparaître, je n'avais pas non plus même de téléphone portable, même antique. Et j'avais un ami qui était dans la même situation et on avait besoin de trouver une manière de communiquer quand on n'était pas chez nous. Et donc, on avait dans une librairie un livre dont on était assez sûr qu'il ne se vendrait pas très vite et on se laissait des petits mots dans ce livre pour communiquer. Donc voilà, ce n'est pas une doctrine, mais ça permet d'inventer des choses et d'être un petit peu comme ça espiègle et dans l'humour et dans les détournements de situations qui se normalisent. Visage, Thierry Lyonnais. Alors Ariane Wilson, je tiens à préciser quand même pour les auditeurs que vous n'êtes pas une ermite, vous ne vivez pas en dehors du monde, vous enseignez à l'école normale d'architecture de Strasbourg. Je suis maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. Et vous avez un enseignement qui a attiré mon attention, c'est que vous partez avec vos élèves pratiquer des marches urbaines. Alors expliquez-nous, encore une fois on retrouve la marcheuse que vous êtes, mais en même temps l'enseignante, et vous aimez emmener vos élèves marcher dans les villes et marcher aussi dans les environs des villes, dans ces zones où on n'a pas du tout envie de marcher, ou même on s'imagine que ce n'est pas fait du tout pour les marcheurs, toutes ces banlieues, ces lieux à l'écart, ces zones industrielles. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos élèves en les emmenant marcher dans ces marches urbaines ? Cette pratique est bien évidemment née des voyages dont on vient de parler. Et là où, dans le premier voyage aux Anscars, je cherchais la pureté des paysages, le sublime, j'ai appris au Japon que les choses pouvaient être aussi belles dans des environnements avec beaucoup moins d'enchantement immédiat. Et lorsque j'ai commencé à enseigner dans des écoles d'architecture, je me suis dit que les étudiants, les architectes en fait, souvent ne connaissent pas très bien le terrain sur lequel ils bâtissent. Ils y vont 1 ou 2 fois, mais surtout ils le regardent depuis des cartes et donc ils ont une vision très surplombante. Et lorsque moi-même j'ai fait mon diplôme d'architecture, c'était sur un monastère dans l'Aisne. J'y ai passé des mois et des mois et des mois. J'ai ratissé chaque centimètre carré du terrain pour vraiment le comprendre, à la fois dans ses dimensions historiques, symboliques, anthropologiques. Et je n'ai commencé à y projeter quelque chose que quand j'avais l'impression d'avoir pénétré chacune de du moindre détail. Et il y a différents aspects de cet enseignement de la marche, mais c'est déjà pour encourager les étudiants en architecture
de sortir, voir les choses dans lesquelles ils vont construire et qui vont modifier profondément. Mais de les voir encore une fois avec leur corps, c'est ça. Voilà, Sortir, et d'ouvrir marcher. les sens en fait, d'être non seulement dans une appréhension visuelle des choses, mais aussi auditive, donc d'écouter. Ça a été l'un de mes premières pédagogies, c'était d'inventer quelque chose qui serait de l'ordre d'une pédagogie de l'écoute pour les architectes, et aussi de se sentir fatigué, de mesurer les choses, non pas avec des centimètres, mais avec l'effort et avec la fatigue parfois. Et aussi d'aller, en effet, par exemple, marcher dans des lieux qui sont faits pour la voiture et de se rendre compte que, voilà, humainement, on a appelé ça des non-lieux parfois. Il faut concevoir autre chose peut-être. Aussi aller dans des lieux qui sont considérés dangereux pour, quelquefois constater que c'est en effet des endroits très tendus, mais qu'on peut aussi y avoir des belles interactions, qu'on voit qu'il y a du soin parmi les habitants à rendre plus habitable leur environnement. Et c'est aussi un apprentissage de la déshabitude pour moi. C'est-à-dire que dès la première année, parfois les étudiants sont assez fortement dans des habitudes, dans des notions de confort un peu automatiques. Et quand on marche, on remet sans cesse en question les choses. Et puis, être face à l'imprévu aussi. Il y a l'imprévu, il y a des très beaux hasards, il y a la possibilité de faire des associations entre des choses incongrues. Et puis pour moi aussi, c'est apprendre que, même si j'adore les bibliothèques, et nous sommes dans une magnifique bibliothèque au moment où nous nous parlons, pour moi, le territoire est un grand livre ouvert. Et plutôt que de tout chercher sur Internet, des étudiants de 18-19 ans, je les encourage à aller questionner les choses qu'on voit, questionner les gens. Et souvent par des choses un petit peu ludiques. Je peux vous raconter une petite anecdote. On commence souvent par la grande carte hygiène aux 250 000 que j'adore. Je leur demande d'ailleurs de l'acheter et de ne pas être sur leur GPS parce qu'on a une plus grande étendue des choses. Et je leur demande de se laisser attirer par une petite curiosité graphique sur la carte. Et quelquefois, c'est des noms de choses. Et un jour, une étudiante me dit qu'elle a envie d'aller visiter Saint-Épure parce qu'elle ne connaissait pas cette église près de Strasbourg. Donc j'ai organisé une journée de marche comme un pèlerinage pour aller à Saint-Épure. Elle disait qu'elle ne connaissait pas ce saint. Et nous sommes arrivés à Saint-Épure, mais en fait, Saint-Épure, c'est l'acronyme de station d'épuration. Et donc, en fait, nous avions fait toute cette marche pour arriver de manière vers une surprise. Et cette surprise permet le débat, la conversation sur plein de choses. Et donc, c'est susciter la surprise. Pour terminer, Arielle Wilson, l'enseignante en architecture que vous êtes, elle est le fruit de ces 2 voyages qui vous ont profondément transformé, dont nous avons parlé ensemble, Shikoku, le Zanskar. Ces voyages m'habitent encore. Le fait d'écrire des livres sur les 2 voyages a prolongé ça. C'est aussi devenu un peu une manière d'être et je pense qu'on enseigne comme on est. Et d'ailleurs, le jour où j'ai eu ce poste à Strasbourg, j'habitais à Paris, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je prenais littéralement l'idée de mobilité douce et de télétravail ? Je pars à mon travail à pied et j'ai fait Paris-Strasbourg à pied pour commencer mon nouveau poste. Et je suis arrivée avec mon sac à dos à la première réunion avec les autres professeurs en ayant parcouru cette distance. Merci beaucoup, Arielle Wilson. Je renvoie à votre livre, notamment Le pèlerinage des 88 temples, qui a été réédité chez Artaud. On peut le trouver en poche. Puis j'imagine que votre livre sur le Zanskar doit être disponible aussi sur Internet. Le violoncelle sur le toit du monde est épuisé. Il cherche nouvelle édition. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.